Les photos que je vais vous présenter viennent directement d'un site américain très connu, sur la section paranormale. La personne s'est présentée comme étant un maquettiste. Son travail consisterait à faire des livres de photos, pour les particuliers. Un vieil homme, collectionneur de clichés étranges, lui aurait fait parvenir ses photos pour les besoins de son livre. Seulement, à la suite d'un litige, le contrat entre les deux personnes n'a jamais eu lieu. Le maquettiste a tout de même pris la décision de révéler ses photos au grand public. Voici donc les 14 clichés dont il est question. L'incendie de Collinwood. C'est la dernière photo connue prise dans l'école de Lakeview, à Collinwood dans l'Ohio, avant qu'elle ne soit consumée par les flammes, le 4 mars 1908, tuant 172 écoliers, 2 professeurs et un secouriste. L'incendie a débuté lorsqu'un joint en bois, au plafond, s'est enflammé des suites d'une surchauffe d'un tuyau de chaudière qui était à proximité. Les flammes bloquèrent toutes les issues. Cela, ainsi que l'effet de panique, piégèrent un bon nombre d'élèves et de personnel dans la cage d'escalier où ils finirent brûlés vivants. Quelques morts sont aussi attribués au saut d'écoliers en feu, des fenêtres du 2e ou du 3e étage. Toutes les personnes présentes sur cette photo sont mortes, excepté M. Olson, assis à l'extrême droite de la rangée arrière. La présence de surimpression sur l'image reste à ce jour inexpliquée. La dernière interview de Charlie Noonan. Charlie Noonan était un amateur de folklore qui voyageait à travers le sud et le sud-ouest des États-Unis durant les premières années du XXe siècle, collectant contes et légendes surnaturelles. Selon sa femme, Ellie, Charlie aurait un jour entendu une histoire racontée par un fermier de l'Oklahoma sur une étrange femme qui vivrait seule dans une propriété isolée à l'ouest de l'État. Le fermier déclarait que la femme n'était pas vraiment une femme, mais quelque chose d'autre. Quelque chose qui cacherait sa vraie nature derrière un foulard et qui n'aurait jamais été vu sans un gros chien à ses côtés. Noonan aurait apparemment été assez intrigué pour se mettre à chercher la femme durant un de ses voyages. Seulement, il n'a plus jamais été revu. La femme de Charlie a plus tard été contactée par un prêteur sur gage de Tulsa, qui se rappelait avoir lu quelque chose à propos de la disparition de son mari, après qu'il ait trouvé son nom gravé sur un appareil photographique qu'un itinérant lui avait vendu. Le prêteur sur gage renvoya l'appareil, et Madame Noonan développa le film qui se trouvait à l'intérieur, en espérant trouver des indices sur le voyage de Charlie. Cette photo était la seule présente dessus. Malheureusement, il n'y avait aucune indication sur l'endroit où la photo avait été prise, ni même le nom du fermier, qui racontait l'histoire consignée dans le carnet de notes de Noonan. La mort de John Ulsted. Cette photographie déchirée, soi-disant prémonitoire, représente un régiment de garde aux couleurs de l'armée de l'Union, juste un mois avant qu'il ne se rende sur le champ de bataille d'Antietam en septembre 1862. Le jeune homme tout à droite, nommé John Ulsted, a perdu la partie droite de son visage et son bras droit à cause d'un coup de canon tiré au début des hostilités. Si vous regardez bien sur le cliché, vous verrez alors que la déchirure sur la photo montre exactement ce qui est arrivé à Ulsted. On ne sait pas exactement quand la photo a été endommagée. L'exécuteur de la Nouvelle-Orléans. Édouard Martel était un photographe et inventeur, sans succès, venu de France. Il voyageait aux États-Unis tout au long des 2 premières décennies du XXe siècle. Il essayait de chercher des investisseurs intéressés par un appareil photo équipé d'une minuterie et d'un dispositif de réglage automatique de durée d'exposition. Durant son voyage, il prit 1 millier de photographies pour tester et affiner son invention. Généralement, il se levait tôt et cachait un appareil dans les rues peu fréquentées de la ville où il avait vécu. Puis, il se rendait dans un café ou un bar à proximité pour capturer des scènes innocentes de la vie de tous les jours et ainsi se rappeler de ses voyages. Les meilleures photos furent sélectionnées pour la seule et unique exposition de Martel à Paris en 1924. Malheureusement, Martel mourut pauvre et inconnu en 1955, laissant le soin à sa fille, Jeanne, de trier les nombreuses boîtes de films qu'il avait laissées derrière lui, pour voir celles qui méritaient d'être conservées et celles bonnes pour la poubelle. Durant l'opération, elle découvrit cette photo prise à la Nouvelle-Orléans, le matin du 28 octobre 1919, quelques heures avant que Martel ne prenne un bateau et retourne en France. Il s'avère que Martel détestait les effets de flou sur ses photographies, car pour lui, il reflétait mal la vitesse et la précision du mécanisme de son appareil. Ce préjudice le fit survoler ce qui semble être la photo la plus importante qu'il ait jamais prise. Mais alors, qu'est-ce qui rend la photo si spéciale ? La nuit précédant la prise de vue, le célèbre et mystérieux tueur en série, nommé l'exécuteur de la Nouvelle-Orléans, avait commis son dernier meurtre, massacrant Mike Pepitone dans son lit, avant de prendre la fuite au moment où la femme de Pepitone découvrait le corps. Serait-ce le retour du tueur chez lui ? Il est impossible de le savoir, mais si c'est bien ça, l'image démentit la légende, selon laquelle seule une personne noire aurait été capable d'une telle sauvagerie. Les créatures de Grand Caverns. Cette photo a été prise en 1895 par un spéologue et photographe amateur nommé Oren Jeffries. Il explorait une partie des Grand Caverns, dont personne n'avait encore dressé le plan, dans le sud-ouest de la Virginie. Au moment où elle a été prise,
Jeffries menait des expériences photographiques en testant l'effet d'une très longue exposition, pour voir si rien ne pourrait être impressionné dans l'apparente obscurité de la grotte. Il devait se placer au niveau du sol, éteindre sa lanterne, puis dévoiler l'objectif de son appareil photo fait maison aussi longtemps qu'il pourrait se tenir dans l'obscurité. Durant une de ces expériences, il entendit quelque chose approchant des profondeurs de la caverne. Effrayé, Jeffries abandonna ses expériences et déclencha un des flashs qu'il utilisait pour prendre des photos souterraines traditionnelles. D'après l'un des témoignages qu'il confia à un journal local, Jeffries vit des créatures humanoïdes, le dévisageant dans l'ombre, et prit la fuite sans s'arrêter avant d'être à la surface. Quelques jours plus tard, il retourna chercher son appareil avec 3 autres hommes. Ceci est l'une des images qui fut trouvée en développant le film à l'intérieur. Les jumeaux Harlow. 1938, Evergreen Park, l'Illinois, à proximité de Chicago. Billy et Stevie Harlow étaient tous deux assis à l'avant de leur voiture avec leur mère Tammy, quand leur Ford Berlin entra en collision de face avec une Chrysler. Le choc fut si violent que 2 autres véhicules furent touchés. Tammy Harlow survécut, mais les garçons, eux, furent éjectés à travers le pare-brise et moururent instantanément. Un photographe de scène de crime du journal local prit cette photo montrant une équipe de volontaires essayant d'extraire John Downing, le conducteur de la Chrysler, de la carcasse du véhicule. Il semblerait que les petits Billy et Stevie étaient toujours là, assistant à la scène. La tragédie des Sorenson. Les Sorenson étaient une famille danoise qui immigra aux États-Unis en 1905 ou 1906. Ils arrivèrent avec leur fils aîné, Anders, que l'on peut voir sur l'âne, et s'installèrent dans une ferme dans le Missouri. 3 autres enfants, Simone, Fricky et Mathilde, respectivement au centre, à droite et dans le chariot, suivirent plus tard. Cette photo, prise en 1916, montre les 4 enfants quelques semaines avant la tragédie. Les 3 enfants, les plus vieux, jouaient apparemment beaucoup dans la grange et en étaient tombés de sommeil dans les herbes hautes. Leur père, Niklas, conduisait une faucheuse d'herbe et les démembra aux endroits précis où la faille blanche parcourt la photographie. Pendant ce temps, Mathilde, la plus jeune, était à l'intérieur de la maison avec sa mère et ne fut pas blessée. Selon le fils d'un voisin, interviewé par un journaliste, l'âne mourut plus tard d'une façon tout aussi horrible, en se coinçant la tête dans les barbelés et en allant jusqu'à se décapiter dans ses efforts frénétiques pour se libérer. Ce dernier détail n'a pas pu être confirmé. Le spectre de Viola Peters. Viola Peters était une célibataire, issue d'une riche famille, qui vivait seule dans la petite ville de McKaysville, en Géorgie. Elle était très appréciée des habitants pour ses dons et ses contributions à l'église de Baptiste, à la soupe populaire et à l'orphelinat local, spécialement durant la crise, pendant laquelle ces institutions ont pu entièrement subsister grâce à ses largesses. En juillet 1935, Viola fut brutalement violée et tuée par un vagabond nommé Tom Cullen, qui avait brièvement travaillé dans la raffinerie de cuivre non loin. Cullen décida de rester dans la maison de Viola et profita de son cadavre durant 17 jours avant d'être arrêté. Une foule d'habitants enragés prirent d'assaut la prison du comté, amena Cullen et le punirent sur le vieux pont au-dessus de la rivière Tocoa. Cette photo a été prise par Garrett Killian, un témoin du massacre, et a provoqué un grand émoi lors de sa publication quelques jours après dans l'Atlanta Journal-Constitution. Pour beaucoup, l'âme de Viola s'était apaisée en assistant à l'exécution de son assassin, mais d'autres esprits, plus tordus, virent de la tristesse sur son visage et l'envie de voir une dernière fois le regard de son seul et unique amant. Le fantôme de Sarah Eustache. Le Denver State Hospital, anciennement Denver State Lunatic Asylum, était un hôpital psychiatrique de l'époque de Kirkbride, construit en 1874 sur un site campagnard isolé du Massachusetts. Comme tous les asiles construits selon les recommandations de Kirkbride, c'était un bâtiment célèbre pour son style gothique et on y traitait la folie au moyen de techniques aujourd'hui obsolètes. Denver s'est souvent cité comme étant le premier hôpital à avoir utilisé la lobotomie préfrontale. Denver a d'autres titres glorifiants. Il fut la source d'inspiration de Sanatorium d'Arkham, qui apparaît dans plusieurs histoires d'H.P. Lovecraft, lequel à son tour aspira l'asile d'Arkham dans l'univers de Batman. Il fut aussi le lieu de tournage du film d'horreur culte Session 9. Ce film met très bien en avant le vaste réseau de tunnels qui se trouve sous Denver. Le fait que les producteurs aient choisi ces tunnels n'est pas un hasard, et les rumeurs qui disent qu'ils sont hantés datent d'une centaine d'années. L'histoire la plus célèbre concerne Sarah Eustache, une patiente qui s'échappa de sa cellule en 1955 et se glissa dans le système de tunnels. Après de multiples recherches et une longue semaine où l'asile fut totalement fermé, Sarah ne fut plus jamais revue. Il en a été déduit qu'elle avait été morte perdue.
assoiffée et seule. Une infirmière de Danvers, nommée Gail Malloy, devint obsédée par l'histoire de Sarah et dépensa beaucoup de ses heures à rechercher son cadavre. En sachant qu'elle ne découvrirait jamais de corps, elle prit cette photo datant de 1966 qui suggère que Sarah Eustache marche encore dans les tunnels de Danvers. La photo de famille des Stevenson. Qui a dit que les fantômes n'avaient pas le sens de l'humour? Les Stevenson étaient une riche famille de Boston, fière de son entreprise et de la longévité proverbiale de ses membres. Cette photo de famille, prise en 1945, était une occasion de rassembler tous les plus vieux Stevenson avec l'une des plus jeunes, Emilia, au centre, âgée de 102 ans, à qui a été accordé le titre de matriarche, avec la petite Ophélia, qui avait alors 18 mois. Ce que les Stevenson n'ont pas réalisé, après que la photo fut développée, c'est qu'ils avaient été rejoints par l'un de leurs défunts, James Pullman Stevenson, assis à gauche entre sa nièce Ginny et son cousin Alfred. Il a été facilement identifié par la plupart des personnes présentes sur la photo, qui se souvinrent de lui comme d'un oncle connu pour ses farces et son humour noir. Les disparitions de Madame Yurno. Durant les dernières années de sa vie, Joséphine Yurno faisait une promenade tous les soirs dans son quartier bien-aimé, à Norwich, dans le Connecticut. Le 12 novembre 1935, elle partit comme d'habitude, mais ne revint jamais. De longues recherches furent menées par une équipe de volontaires et la police de Norwich, mais aucun signe d'elle ne fut trouvé. 3 ans plus tard, Madame Yurno fut retrouvée assise devant la maison de ses voisins, sans aucune marque sur son corps, en parfaite santé. Quand on lui demanda où elle était passée tout ce temps, Madame Yurno fut surprise et ne comprit pas la question. Pour elle, ces 3 ans ne s'étaient pas écoulés. Ignorant l'avis de ses voisins et de son docteur, elle refusa tout traitement médical et reprit sa vie comme si rien ne s'était passé, y compris ses promenades de nuit sur la plage. Un autre voisin prit cette photo d'elle à la fin de l'année 1938. La fumée s'échappant des tas de feuilles en train de brûler donne une ambiance appropriée à la scène. 5 ans après la première disparition, le 12 novembre 1940, Madame Yurno disparut à nouveau. Mais cette fois, elle n'a plus jamais été revue. Le destin de Sally York. La mort de la petite fille Sally York, en 1912, âgée de 9 ans, et travaillant dans une usine textile de la Norfolk Textile Mill, fut un des accidents qui poussèrent les législateurs à écrire la loi de Keating-Owen en 1916, la première loi sur le travail des enfants de l'histoire de l'Amérique. Depuis l'accident jusqu'à la fermeture de l'usine, 4 décennies plus tard, les travailleurs se plaignirent constamment de courants d'air frais, de sons étranges et de robinets collant tout seuls, sans que personne soit à proximité. Les contremaîtres à l'époque n'écoutaient pas. Du moins, c'était jusqu'à l'apparition de cette photo, en 1932. Elle a été prise par un photographe itinérant, nommé Benny Johnson, qui la vendit à la Gazette de Norfolk, pour seulement $10. L'usine avait été fermée pendant les vacances de Noël et était restée vide tout ce temps. La photo fut plus tard blâmée pour avoir causé la fermeture de l'usine, bien que la Grande Dépression fût une cause plus probable. À ce jour, on ne connaît toujours pas l'exacte raison pour laquelle cette photo ait causé autant d'émoi. Les yeux de Lily Palmer. Lily Palmer n'avait même pas 4 ans quand elle se trouva à voir ce que les docteurs appelèrent plus tard des apparitions brutales d'hallucinations sensorielles. Cette photo prise par Annette, la mère de Lily, lors de la nuit d'Halloween en 1952, montre apparemment l'arrivée d'une de ces hallucinations. Lily et sa nounou, Filipino, sortaient pour aller faire du porte-à-porte, quand l'enfant se mit à crier et commença à se frotter les yeux. Elle mit longtemps à se calmer et à pouvoir recommencer à parler. Mais quand on lui demanda ce qu'elle avait vu, Lily parla à plusieurs reprises de choses grouillant dans ses yeux. Quelques jours plus tard, pendant qu'elle était seule et sans surveillance dans sa chambre, Lily se perça les yeux avec l'une des aiguilles à coudre de sa mère. Après un traitement médical, on estima qu'elle était folle et elle fut internée pour le reste de sa vie. Au début, c'était à Bellevue, à l'est de Manhattan, et plus tard, au centre psychiatrique de Rockland, à Orangebourg, où elle y resta jusqu'à en mourir d'une crise cardiaque en 2001. Un appel d'un de ses anciens médecins de Rockland confirma que les crises de Lily étaient plus traumatisantes lors et autour de la nuit d'Halloween. Durant la plus grande partie de sa vie, elle passa son temps à supplier les employés de retirer ces choses qui se trouvaient dans ses yeux. La déception de la Trinité. C'est une des plus célèbres photographies de la toute première explosion nucléaire, dirigée par l'armée américaine le 16 juillet 1945 dans les White Sands Proving Ground, localisé dans le désert de Jordan del Muerto, à 35 miles dans le sud-est de Socorro, dans le Nouveau-Mexique. Le déclenchement de ces dispositifs d'implosion au plutonium, la même méthode utilisée pour le dispositif Fatman, lancé sur Nagasaki, marqua le commencement de l'âge atomique, et finalement, la course à l'armement entre les États-Unis et la Russie.
Seule une poignée de personnes savaient que cette photo avait été recadrée avant d'être dévoilée au grand public, et sont maintenant toutes décédées. L'une d'elles était le photographe qui a donné les droits d'auteur de l'image originale, à la condition de la laisser en dehors du domaine public, jusqu'à ce que les citoyens puissent appréhender les conséquences qui risquent d'en découler. On ignore si ce serment a bien été rempli. Mais si cette condition a été respectée, et qu'il possède réellement la dernière copie de la photo au monde, il s'est sûrement imposé la tâche de cacher la vérité.